Cet épisode est sponsorisé par Simalp, fabricant et équipementier outdoor français depuis 1964. Ça fait maintenant quelques années que je travaille avec les équipes de Simalp, initialement comme testeur et depuis 2023 dans le cadre de partenariats entre les frappés et la marque. Alors bien entendu, si je continue de porter leurs produits depuis tout ce temps, c'est que la qualité est au rendez-vous, mais ce qui fait réellement que je suis un promoteur de la marque, eh bien ce sont les gens que j'y ai rencontrés. Toutes celles et ceux avec qui j'ai pu échanger sont d'authentiques passionnés de montagne qui dégagent une super énergie et forcément, ça se retrouve à tous les niveaux de l'expérience client. J'ai eu par exemple plusieurs témoignages d'auditeurs du podcast et de copains qui ont eu affaire à leur service client pour des réparations de produits abîmés. Et bien à chaque fois, l'expérience était irréprochable. Bref, Simalp à mes yeux, c'est ça, une marque française de passionnés de montagne à taille humaine qui prend soin de ses clients et qui conçoit ses produits en respectant autant que possible la nature. Côté produit, justement, je vous en touche deux mots, je suis super fan de leur gamme Trail, en particulier du short Aoste qui intègre une ceinture multipoche. C'est clairement le meilleur short de trail que j'ai jamais eu. Et pour l'hiver, quand il fait froid et humide, je sais désormais que je peux compter sur mon modèle de doudoune Meige que j'ai emmené partout avec moi, y compris sur mon expédition en Norvège ou lors de ma traversée hivernale du Jura en raquette. Rendez-vous sur simalp.fr, CIMALP.fr, pour découvrir leurs produits qui sont en plus proposés à des tarifs très intéressants. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. On met ses baskets, on sort 1 heure et je veux dire, ça peut être rentable. On peut se mettre la misère en 1 heure, on peut juste être bien en fait. Et je rentre et je suis tout le temps bien d'une séance de course à pied. Et finalement, quand je regarde le chemin effectué, je me rends compte que de petit pas en petit pas, là, j'ai fait vraiment des pas de géant par rapport à ma vie d'avant. Et c'est vrai que pour le coup, j'en retire une certaine fierté. Hello, hello, vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach, préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous une petite étincelle de folie et d'audace, une version un peu frappée de nous-mêmes au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Leurs témoignages au micro du podcast sont de puissantes invitations à passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Marie Dorin-Habert est une ancienne sportive de haut niveau en biathlon. Au cours de sa carrière sportive de 2003 à 2018, elle a décroché pas moins de 50 médailles internationales. Le 20 février 2018, elle devient championne olympique du relais mixte aux côtés de Simon Détieux, Anaïs Bescon et Martin Fourcade. 2018, c'est aussi la fin de sa carrière à haut niveau. Elle sort par la grande porte après avoir décroché l'or olympique. Dans cet épisode, on parle de reconversion, de trail, d'écologie et de transmission de valeurs fortes aux jeunes générations. Excellente écoute à vous. Eh bien écoute, bienvenue Marie sur le podcast. Je suis absolument ravi de te recevoir au micro des Frappés. Tu es d'ailleurs, pour information, la deuxième biathlète ou ex-biathlète que je reçois. Est-ce que tu peux deviner le nom de la précédente ? Tu la connais très très bien, je crois. Je sais pas, Anaïs Bescon par exemple ? Non. C'était Marie-Laure. Marie-Laure, ok, très bien. Voilà. Bah oui, je la connais très bien aussi. Yes. En tout cas, Marie, vraiment ravi de te recevoir sur le podcast. On va parler, je pense, j'imagine, de biathlon, de sport de haut niveau, de trail également, d'ultra trail, de reconversion. Bref, ça va être absolument passionnant. Ce que je te propose, c'est peut-être pour celles et ceux qui te connaîtraient pas, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ne viennent pas qui ne sont pas familiers de l'univers du biathlon ou des sports olympiques en général. Ben, je te propose de nous expliquer dans les grandes lignes qui tu es, ce que tu as fait et ce que tu fais aujourd'hui. Eh ben, très bien. Alors, je suis Marie Dorin-Habert. Donc, Dorin, c'était mon nom de jeune fille. Et je me suis mariée durant ma carrière et depuis, c'est... Voilà. J'ai 38 ans à présent. J'ai fait du biathlon jusqu'à mes 32 ans.
Et puis j'ai eu la chance de faire cette belle première tranche de vie avec des résultats dont je n'avais pas pressenti que j'aurais pu monter si haut. Et c'était une très belle expérience. Et puis après, maintenant, c'est la reconversion. Donc c'est de nouveau une très belle expérience aussi, très différente, avec des nouvelles rencontres, des nouvelles perspectives, des nouveaux challenges. Donc c'est chouette aussi. C'était Excellent. un peu court peut-être. Non, mais de toute façon, moi, j'ai le palmarès sous les yeux. Donc, tu l'as dit avec beaucoup d'humilité que tu as eu une chouette carrière, en tout cas une belle expérience dans le biathlon. Pour information, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es championne olympique, 5 fois championne du monde, 4 autres médailles olympiques et je crois plus d'une dizaine de médailles en Coupe du Monde. Enfin bon, bref, tu as été très clairement au plus haut niveau du biathlon pendant un bon moment. La question que j'ai pour toi, je te disais que j'avais reçu Marie-Laure, on en avait un petit peu parlé, mais je suis curieux d'avoir ton avis à toi. Qu'est-ce qui t'a permis d'arriver à ce niveau-là? Et avec du recul, qu'est-ce qui pour toi, quelles sont pour toi les qualités indispensables d'un biathlète, d'une biathlète de niveau olympique? Alors, je pense que ce qui m'a permis d'arriver à ce niveau-là, ça remonte peut-être. Alors moi, j'ai attaqué le biathlon assez tard finalement. J'ai attaqué à 15 ans. C'est vrai que normalement, enfin, je suis pas la seule à avoir attaqué tard, mais je veux dire, la plupart des biathlètes attaquent quand même plus tôt. Le ski de fond et le biathlon. Moi, j'ai attaqué le ski de fond assez tard aussi, vers 13 ans, et le biathlon tout de suite derrière. En fait, c'était un petit peu les deux ensemble. Comment je suis venue au ski de fond? C'est parce que tout simplement des copines faisaient du ski de fond et j'ai eu la chance d'avoir un premier moniteur qui s'appelait Gérard Manceau et qui avait une approche très nature en fait. Parce que pour moi finalement le biathlon et le parcours du biathlon c'est pas seulement le parcours sportif et la compétition, ça a été aussi pour moi le coup de foudre avec le milieu naturel et la découverte de la nature et de l'environnement. Et c'est très important parce que finalement maintenant l'héritage que m'a laissé le biathlon, c'est la protection de l'environnement en fait. Et ça paraît très Mmh. paradoxal quand on parle de haut niveau et qu'on en vient là. Mais j'ai vraiment eu cette première approche très nature avec cette idée un peu comme le Grand Nord, quoi, d'aller faire sa trace, de parcourir la notion de l'effort aussi, mais l'effort dans la neige, cette sensation que tout est vierge et que du coup on est le premier à passer, que du coup tout est fragile. Enfin voilà, j'ai vraiment découvert ça avec Gérard qui m'a laissé cet héritage et qui n'était pas du tout compétition. Et puis après, je pense que je devais avoir la compétition en moi, mais ce côté, j'étais curieuse de savoir jusqu'où je pouvais aller. Et j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire que petite, je me fixais des défis dans les bois, à traverser des ruisseaux sur des rondins debout, à monter en haut d'un arbre. Enfin voilà, j'étais tout le temps à essayer de me fixer des petits objectifs que j'étais seule à atteindre ou ne pas atteindre. Mais voilà, il n'y avait pas de notion de rivalité envers quelqu'un. Et j'ai conservé ça et je pense que ça a été mon moteur durant toute ma carrière, c'est-à-dire jusqu'où je suis capable d'aller. Et l'entraîneur du comité, Thierry Dussert, qui était le même que Marie-Laure, hein, est venu faire je sais pas comment, si on peut appeler ça des repérages, mais en tout cas est venu faire essayer le tir à la carabine au club de ski de fond dans lequel j'étais. Et c'est vraiment comme ça que je suis rentrée dans le biathlon. Ok. C'est-à-dire enfin voilà, en essayant le tir et tout de suite en fait le jeu, ce côté très binaire de tu as une cible, tu l'as pas. Enfin voilà, c'est hyper ludique en fait le tir. Et j'ai tout de suite rentré dedans. Et puis en fait, j'ai mis le pied en fait dans le biathlon à ce moment-là. Et après l'instinct de compétition, c'est-à-dire cette curiosité de savoir jusqu'où je pouvais aller, et ben m'a poussé finalement jusqu'à intégrer l'équipe de France, jusqu'à faire des résultats. Et ça a été le fil conducteur de toute ma carrière en fait. C'était mais en fait jusqu'où je peux aller en fait dans ce sport, jusqu'où je peux pousser tous les curseurs de la performance envers moi-même. Et voilà, donc j'ai jamais été poussée par mes parents ou par un entourage. La pression, je me la suis mise après, quand forcément après on a de la médiatisation ou autre chose. Mais c'est vraiment ce sentiment de se dépasser tout le temps et qui reste mon moteur actuel aujourd'hui, de progresser. Excellent. Et alors, cette curiosité, cette quête de ton potentiel, elle t'a amené où? Est-ce que tu as le sentiment, dans le biathlon, puis on va parler du trail après, est-ce que tu as le sentiment d'avoir touché du doigt, tu vois, le max de ton potentiel? Oui, complètement.
En fait, j'ai eu la chance finalement d'arrêter ma carrière complètement sur le déclin en sortant par la grande porte. ce qui Excellent. est, euh, ce qui est plutôt pas mal. Je m'explique, c'est qu'en fait, je pense que moi, donc, durant ma carrière, on va dire que je me suis révélée à moi-même et peut-être au grand public en 2010 avec une première médaille olympique à Vancouver. Donc, j'ai eu la chance de participer à 3 Olympiades différentes. Et à partir de 2010, on peut dire que ma carrière au niveau international a débuté, c'est-à-dire que je faisais régulièrement partie des 10 premières biathlètes mondiales, avec des podiums de temps en temps. J'avais pas un niveau de ski qui me permettait d'y monter souvent, c'est-à-dire que je devais compter sur des défaillances de mes adversaires au tir pour pouvoir être sur le podium en faisant la course parfaite de mon côté. Donc, j'étais pas encore au top, au top. Mais voilà, je pense que j'ai eu une progression linéaire à partir de 2010 qui petit à petit, voilà, s'est concrétisée au fur et à mesure des années. 2014, donc c'était les Jeux Olympiques de Sochi, un peu plus compliqué, c'est-à-dire je me suis blessée au début de l'année et après c'était pas prévu, mais je suis tombée enceinte, donc j'ai eu la chance aussi de connaître la maternité moi durant ma carrière et en fait je crois que ça a été un autre élément déclencheur, c'est-à-dire que ça m'a enlevé énormément de pression parce que je pense que être mère ou être parent d'un coup on n'est plus le nombril du monde que l'on est quand on est athlète, que du coup on sait qu'il y a autre chose, enfin voilà il y a beaucoup de modifications qui se font de façon inconsciente en fait sur l'approche de la performance et moi ça m'a enfin voilà moi je pense que j'ai fait mes meilleures années, c'est ce facteur là combiné au fait que du coup en étant enceinte j'ai pas fait une saison de compétition complète, je me suis entraînée plus doucement et je pense que j'ai vraiment capitalisé sur les années suivantes en fait j'étais au meilleur de ma forme et j'ai eu mon pic de forme en 2016 voilà. Et puis après, bah, comme tout athlète, c'est toujours difficile de décider de s'arrêter quand on est au top. On se dit toujours, mais si ça se trouve, ça peut durer un petit moment. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, tu continues jusqu'aux prochaines Olympiades en 2018. Et c'est vrai qu'à partir de 2016, j'ai décliné quand même. Donc, j'étais de moins en moins en forme. 2017 a déjà été une saison en dents de scie. Et 2018, en fait, j'étais complètement sur le déclin. C'est-à-dire que j'étais nulle. Je n'avançais plus rien. Enfin, j'avais beau bien tirer, je faisais plus du tout partie des meilleurs. Et j'ai quand même réussi à me sélectionner aux Jeux Olympiques de 2018. Voilà, bon, c'est une autre histoire, mais avec beaucoup de repos et en acceptant en fait de repartir d'en bas et de vraiment de me reposer, en acceptant en fait que l'entraînement, ça serait de ne rien faire. J'ai réussi à retrouver un semblant de niveau sur la durée des Jeux, qui m'a permis finalement de faire une 4e place, qui m'a permis de me sélectionner sur le relais et enfin voilà, après j'ai eu la chance de participer à ce relais avec notamment Martin Fourcade, qui nous sacre. Hein. On a ce titre en relais mix au jeu. Et là, en fait, c'était la certitude absolue de me dire de toute façon, tu peux que descendre maintenant. C'est-à-dire, tu as mangé toute ta feuille, il y a plus rien, j'ai plus rien dans le sac. Et donc, tu arrêtes ta carrière maintenant. Et la chance de sortir par la grande porte parce que médaillé, parce que Oui. finalement, en fait, l'histoire ne retient que ça. Mais moi, je sais pertinemment que je n'aurais pas pu aller plus loin. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est une sacrée chance dans une carrière. Ouais. C'est sûr que, oui, entre ça et la sortie forcée sur blessure ou contre-performance, tu vois, durable, c'est quand même une belle histoire que tu peux raconter. Exactement. Oui. Comment ça se passe la sortie d'un sport de haut niveau, même si tu expliquais que voilà, tu étais arrivé peut-être au bout de l'aventure, en tout cas d'un point de vue performance, j'imagine peut-être aussi un peu plaisir. C'est jamais très agréable de voir qu'on régresse dans un sport. Quand on l'a pratiqué à un certain niveau, de voir qu'on voilà, on n'a plus forcément tout ce qu'il faut pour continuer à performer à ce niveau-là. Mais comment tu la gères, cette phase d'arrêt et de reconversion? Combien de temps elle dure? À quoi est-ce que ça a ressemblé pour toi? Ben, alors, moi, du coup, enfin, j'ai été très sereine par rapport à ça, pour 2 raisons. Même 3 raisons. En fait, c'est que d'une part, justement, le fait d'être moins bien sur cette dernière saison, j'avais quand même fait le vide, enfin fait le tri en fait dans toutes les émotions qui pouvaient me submerger à vivre ces contre-performances successives qui ont failli finalement me coûter les Jeux. C'est-à-dire qu'en fait, en, je sais pas, ça devait être décembre ou non, c'était en décembre. Ouais. En décembre, donc nous, la saison de compétition, elle attaque en décembre, elle termine en avril, et les Jeux Olympiques sont souvent, ou les championnats du monde sont souvent sur la période de février. Donc quelque part, les courses de décembre et les courses de janvier servent de sélection.
parce que nous, on a des entraîneurs sélectionneurs, on n'a pas de minima à faire, mais ils prennent les meilleurs du moment, quoi. Voilà. Euh, et, et en fait, moi, du coup, comme j'avais vraiment des contre-performances successives qui ne me permettaient pas de prétendre à me sélectionner pour participer à ces Jeux Olympiques, en décembre et janvier, je m'étais préparée à arrêter ma carrière comme ça. C'est-à-dire que je m'étais dit, bah, de toute façon, le sport de haut niveau, c'est ça. C'est-à-dire que si tu as des résultats, tu continues. Si tu n'as pas de résultats, forcément, tu as pas de partenaire, tu n'as pas de revenus financiers. Et du coup, bah, tu arrêtes. En fait, c'est la différence entre le sport de compétition et le sport plaisir. Et ça fait partie des règles du jeu qui de toute façon, doivent être assimilées pour pouvoir bien le vivre. Enfin, en tout cas, moi, j'avais vraiment cet état d'esprit-là. C'était vraiment de me dire, voilà, de toute façon, les règles sont claires. Là, tu n'es pas suffisamment performante. Si ça se trouve, tu vas arrêter ta carrière là. Et c'est pas grave parce que tu es déjà allé sur un niveau où tu t'y attendais même pas. Et puis, il y a autre chose derrière. J'ai la chance d'avoir un contexte familial qui est stable. J'ai autre chose à la maison, une petite fille. J'ai continué mes études tout le long de ma carrière. Donc, moi, j'ai un master en écologie biodiversité. Et du coup, enfin voilà, tous ces paramètres-là, j'avais fait un état zéro, c'est-à-dire, de toute façon, si tu arrêtes là ta carrière, tant pis, ça s'arrête, il y a autre chose qui va redémarrer derrière et ça sera bien aussi. Et puis bon, voilà, après je me suis reposée, enfin voilà, et j'ai pu participer finalement au jeu et sortir par la grande porte comme je viens de l'expliquer. Mais finalement, en fait, je m'étais préparée à arrêter, c'est-à-dire que j'avais dit de toute façon 2018, ça serait ma dernière année. D'accord. Conjointement à ça, on avait un projet avec, enfin c'est surtout mon mari qui a des projets, il a beaucoup de projets, il a besoin de s'occuper, sinon il est infernal. Donc du coup, lui, il y avait un projet de créer une structure d'hébergement pour accueillir des sportifs. Donc dans le Vercors, à Corançon en Vercors, en fait, là où on habite. Et il avait commencé à créer, c'est-à-dire qu'il avait monté le business plan, on avait eu les accords, etc. Et il avait commencé à créer cette structure-là avec pour objectif de se dire, en fait, finalement, les structures qui accueillent les sportifs, en fait, les sportifs, ils ont besoin de bien manger. Enfin, disons, des vacanciers comme nous, comme moi, on cherche des endroits où ils peuvent bien manger, se reposer et surtout aller faire du sport de pleine nature. Et donc, nous, la structure, elle est vraiment, donc ça s'appelle The Camp et elle est située à un endroit où on a accès à beaucoup d'activités sportives de pleine nature. Et voilà, il restait à trouver construire le bâtiment et puis trouver le concept. Et donc, il était dans cette réflexion-là en 2018. Donc, finalement, en fait, moi, la transition, elle a été hyper rapide. C'est-à-dire que en 2018, on était dans la construction de ce complexe-là, dans le montage du business, etc. Et puis, en plus, j'ai trouvé un travail. Moi, j'avais trouvé un travail au département de l'Isère sur des missions sport-environnement, donc qui correspondaient aux études que je venais de terminer. Donc en fait, et puis j'ai fait ma deuxième. Voilà, comme ça, hop, je me suis bien occupée. J'ai eu une année 2018 très mouvementée, mais je j'ai pas, enfin voilà, je j'ai pas eu de coup de mou par rapport à l'arrêt de carrière. Au contraire, c'était Ok. vraiment une curiosité et presque un soulagement d'arrêter parce qu'à un moment donné, j'en avais aussi marre du côté hygiène de vie, c'est-à-dire que ça devenait pesant pour la sphère familiale. J'en avais marre de partir. Enfin voilà, j'avais l'impression d'avoir fait le tour en fait, de toute façon, de moi-même sur le côté sport de haut niveau et aussi du côté, enfin voilà, que ça m'alimentait plus. Euh, dans tous les sens du terme, quoi, sportivement, intellectuellement. Enfin voilà, j'avais fait le tour. Ouais. Fabuleux. Je suis toujours très impressionné par les récits tu vois, les récits, les comptes rendus en tout cas de courses en biathlon, les quelques interviews que j'ai vues de Martin Fourcade, parce que c'est peut-être le plus médiatique dans la discipline, sur l'intensité de ce sport. On en avait un peu parlé avec Marie-Laure, et je terminerai là-dessus avec toi, comme ça après on passe au trail, mais tu dirais que pour performer au niveau auquel tu étais, est-ce qu'il y a un peu de génétique aussi? Parce que là, tu évoquais l'hygiène, les entraînements, voilà, comme toute discipline de haut niveau, je suppose que tu avais des semaines très chargées. Mais est-ce que d'un point de vue cardio, notamment, en fait, je pense à ça, parce que de mémoire, Martin Fourcade, au repos, doit être à, je sais plus, mais quelque chose comme 30 battements minutes, ou peut-être un peu moins que ça, j'ai plus le truc en tête, j'ai 28 ou 32, je sais plus trop. Ce qui est complètement lunaire, et je sais même pas si ça on peut vraiment le travailler pour que ce soit aussi bas. Donc est-ce que toi, avec un peu de recul, tu dirais que
pour performer à ce niveau-là, d'un point de vue cardio, il y a certes beaucoup d'entraînement, mais il y a aussi un petit peu peut-être de génétique, de prédisposition. Alors, Alors oui, carrément. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que Martin, qu'on connaît très bien, oui, il a des capacités qui sont carrément hors normes et ça aide. Je veux dire, dans tous les sports, enfin voilà, les grands noms de chaque discipline, c'est sûr qu'ils ont, à un moment donné, ils ont une génétique qui les a énormément aidés. Je veux dire, un Kylian Jornet, Oui. on a beau s'entraîner, on ne deviendra jamais. Enfin, il y en a qu'un. Et Martin, c'était pareil parce qu'il a su monter à plus haut niveau son 100%. Pour moi, l'essentiel d'un sportif, en fait, la quête du sportif, ça doit être, enfin, c'est un petit peu moi ce que j'expliquais, le prisme par lequel moi, finalement, j'ai réussi à élever mon niveau, c'est d'atteindre le 100% de ce qu'on est capable de montrer, de montrer le 100% de nos capacités. Et finalement, en fait, on se rend compte, enfin, en tout cas en biathlon, et encore plus peut-être en biathlon, parce qu'il y a le facteur neige, parce qu'il y a 2 disciplines aussi, donc il y a plusieurs paramètres, en fait, à monter. Et c'est assez intéressant de voir que il y a beaucoup de paramètres en fait. Et que bien sûr que si on est un énorme mutant, c'est-à-dire en capacité sportive pure, que ce soit cardiaque ou musculaire, ou enfin voilà, il y a plein de choses à prendre en compte, mais ne serait-ce que ce domaine-là, bien sûr que ça aide. Mais le fait qu'il y ait le tir aussi, ça devient intéressant parce qu'on joue sur un autre registre qui n'est plus les capacités physiques, mais peut-être plus la gestion du stress et la gestion de toute la partie mentale qui va être liée à mettre une balle, enfin qui va être très liée à ce côté je gagne, je vais gagner si je mets mes balles ou je perds. Et ça, c'est hyper intéressant. Après, bon, là, on parle que des 2 gros paramètres de notre discipline, mais il y en aurait énormément. Il y a le côté récupération qui, à mon avis, quand on est sportif, il est hyper important. C'est-à-dire que des gens qui ont une très bonne récupération en peu de temps sont capables de s'entraîner plus, Ouais. voilà, et du coup de fournir un effort physique qui est plus important. Il y a le côté, enfin après, il y a tout le côté mental aussi par rapport à gagner. Accepter de gagner, accepter de perdre, accepter de se remettre en question, arriver à s'entourer, arriver à déléguer. Enfin voilà. En fait, il y a plein de paramètres. Arriver à être strict envers soi-même sur l'alimentation ou sur autre chose. En fait, chacun a finalement à ses poux. En tout cas, ces bêtes noires à essayer de petit à petit d'éliminer pour faire le tri et puis pour aller vers à épurer en fait, à épurer vraiment ce qui lui permet d'être le plus performant possible. Et je trouve que c'est assez intéressant. Je dirais que forcément, il y a une part de génétique. Moi, alors pour le coup, me concernant, j'étais pas du tout une mutante du cardio, c'est-à-dire que j'ai une VO2 qui est normale, j'ai des battements cardiaques qui sont normaux. J'ai réussi à faire monter des valeurs, mais ça, c'est plus l'entraînement qui permet de monter ces valeurs-là. Mais à la base, j'étais pas un poulpe, mais je veux dire, j'étais pas non plus prédestinée à des capacités sportives hors normes, en fait. Après, j'ai une très bonne qualité musculaire. Et c'est pour ça que je pense que l'effort du skating me convient bien parce que c'est un effort qui est très tonique. Voilà, c'est le seul petit truc que je peux me dire qui a pu m'aider en fait en termes de génétique. C'est pas grand chose. Hein. J'aimerais pouvoir dire ah bah non mais j'ai 3 poumons, enfin voilà, mais non même pas. Et après, par contre, au niveau mental, alors là, ce qui est assez curieux, c'est que j'ai toujours, et j'ai jamais vraiment compris ce mécanisme-là, mais je suis quelqu'un qui réagit mieux au stress. C'est-à-dire que sur les grands Ok. événements, j'ai toujours réussi à dominer ma propre anxiété ou voilà, la propre pression que je pouvais me mettre, à comparer. Et par exemple, j'ai jamais eu le maillot jaune, moi. J'ai jamais été capable d'être forte à toutes les courses. Mais par contre, sur des grands événements, j'étais tout le temps au rendez-vous. J'ai très peu raté de grands événements, en fait. Et du coup, c'est assez marrant et j'ai jamais compris pourquoi. Et du coup, je me disais, mais vas-y, alors mets-toi une pression de dingue. Et bah, des fois, ça marchait pas du tout. Et après, voilà, je saurais jamais expliquer. Et encore maintenant, je suis plutôt quelqu'un qui arrive qui arrive à être plus performante en cas de stress, en fait. Voilà, ça doit être un instinct de survie. Ton arrivée dans l'univers du trail, du coup, je suppose que tu courais un peu, enfin un peu. J'imagine que tu courais dans le cadre de ta prépa en biathlon, mais ta vraie arrivée, on va dire, dans l'univers du trail, le moment où le trail a pris de plus en plus de place, c'était quand? Combien de temps après l'arrêt du biathlon? Et quel format en particulier dans le trail, avec quel format est-ce que tu as accroché en particulier?
Alors après, en trail, j'ai eu la chance de faire partie donc de l'équipe Simalp qui m'a accueillie et enfin, au-delà de l'aspect sportif, je trouve que c'est des très belles valeurs humaines en fait qu'on partage et moi c'est pour ça à ce titre-là que je reste dans le trail. Mais alors pour le coup, je ne suis pas en train de préparer une deuxième carrière, c'est-à-dire que ça a Ok. toujours été clair même avec l'équipe, c'est-à-dire que moi en fait le trail c'est un hobby. C'est pour l'instant, enfin je veux dire, ce n'est absolument pas je ne prépare pas les courses, je n'ai pas de volonté. Euh, En fait, quand on met un dossard, enfin, moi, je reste une bête de course, c'est-à-dire à partir du moment où on me met un dossard sur le dos, il y a quelque chose qui vrille dans mon cerveau et qui fait que j'ai envie d'aller à fond, j'ai envie d'aller au bout de moi-même. Mais pour autant, je n'ai pas envie de refaire une seconde carrière de haut niveau. Et ça a toujours été clair, c'est-à-dire que j'ai aucune obligation de participer à des compétitions ou quoi, et je le fais juste par plaisir parce que j'aime bien le challenge, parce que j'aime bien sortir de ma zone de confort et découvrir autre chose. Et c'est avec cette approche-là, en fait, que j'envisage le trail. C'est-à-dire, j'ai toujours aimé courir. Je pense que c'est peut-être le sport que j'aime le plus. Enfin, il y a le ski, mais dans le sport de tous les jours, c'est peut-être celui qui me fait le plus de bien. C'est-à-dire, je, je me retrouve énormément dans la simplicité et le côté paysage, découverte, être seul avec soi, être seul en montagne. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. On met ses baskets, on sort une heure et je veux dire, ça peut être rentable. On peut se mettre la misère en une heure, on peut juste être bien en fait. Et je rentre et je suis tout le temps bien d'une séance de course à pied. Donc, puis il n'y a pas besoin de préparation. Enfin, et Ouais. c'est ça que j'aime en fait dans la simplicité du trail. Après, moi, je suis plutôt une coureuse de montagne. Hein. J'ai des gros muscles. J'aime bien quand ça monte. J'aime pas trop quand c'est plat. Et puis voilà, mais du coup, oui, je fais toujours des intervalles. Des fois, je me dis, mais t'es complètement neuneux, en fait. Je me fais mes intervalles, mais sans objectif. En fait, j'ai pas vraiment d'objectif de préparation. J'ai pour objectif de me maintenir en forme à un certain niveau, parce que je trouve que c'est super agréable, en fait, de sentir que son corps, il répond, Ouais. que voilà, enfin, moi, j'ai le goût de l'effort. Hein. Enfin, ça me plaît énormément de sentir que j'atteins des limites, que je peux les repousser. C'est vraiment ça qui me motive encore aujourd'hui, finalement. C'est pour ça que je dis que j'ai conservé ce mécanisme de haut niveau. Mais, euh, mais après, pour répondre à ta question, je suis venue dans le trail comme ça, en fait. Après, je fais des petits trails du coin. J'ai encore pas pris beaucoup la voiture pour aller faire des trails connus ou quoi. Pour l'instant, c'est plus une manière de me challenger, de me dire, tiens, là, tu t'es inscrite sur ta petite course à saucisson du Vercors. Et puis, du coup, voilà, juste pour te faire plaisir, va faire 2, 3 intervalles. Mais je me suis jamais inscrite à un ultra. Euh, pour le Ça coup, je pense viendra, que tu penses? ça pourrait me plaire, mais j'ai conservé quand même du ski des petits pépins physiques. C'est pas grand-chose, mais c'est de l'usure articulaire et j'ai les hanches qui sont à la limite du conflit de hanches. Et dès que je dépasse, allez, 20, 30 kilomètres, je le sens, quoi. Je me fais mal Ouais. et j'ai pas du tout envie, pour le coup, de risquer de ne plus pouvoir faire de sport juste pour préparer une course. Ouais. Donc, moi, je viens quand même d'un sport, enfin, c'est pas vraiment un sport porté, mais c'est un sport glissé, avec très peu d'impact. Et la course à pied, pour le coup, c'est assez violent en termes de traumatisme, je trouve. Et du coup, pour ces raisons, j'aimerais vraiment bien, hein, mais la seule fois où j'ai fait un 40 km, bon, c'était juste après un 20, mais j'ai pas pu marcher pendant 2 mois. Et ça, Ah honnêtement, ouais. je suis pas prête à ça. Parce que, voilà, en fait, il y a un moment donné, j'ai envie de pouvoir faire du sport longtemps Ouais. dans un corps qui fonctionne bien et d'être une petite grand-mère à 40 ans, ça m'intéresse pas. Bon. Donc, je suis sur du 20, quoi. Je suis sur du Du demi-fond. vin, ouais. Ok. Du vin, mais tu fais quand même. Attends, que je retrouve tout ça. J'ai vu un article. Ah non, oui, avec ton mari, Loïs, c'était la Pyramenta que vous avez fait, c'est ça? Ouais, mais alors, c'est pas la pyramenta d'été. C'est D'accord, la ok. pyramenta hivernale. Et Hivernal, ça, ok. ouais, enfin, alors moi, c'est le ski de randonnée, ça reste mon sport favori. C'est quand on a une impression de liberté comme ça dans un milieu. Et puis pour moi, je suis un peu la reine des neiges. Hein. Enfin, je veux dire, je suis en espèce en voie de disparition d'ailleurs, mais j'adore l'hiver, j'adore la neige, j'adore le ski sous toutes ses formes. Et le ski de randonnée, je trouve que ça combine parfaitement le côté ludique de la descente, la sensation de liberté, l'évaluation du risque et puis le cardio, quoi. Donc, du coup, ça coche vraiment toutes les cases. Et puis, j'ai découvert l'année dernière en compétition, justement, j'ai participé à 2 compétitions de ski de randonnée avec mon mari. Donc ça, c'était
chouette aussi de faire ça en couple. C'était la Belle Étoile en Beldon et puis la Pyramenta. Et c'était génial. Franchement, c'était vraiment très chouette. Alors, je suis vraiment nulle en descente. Je suis vraiment une luge à foin. Mais, mais pour le coup, c'était très sympa. Et si je peux me réinscrire cette année, je le referai. Mais voilà, en fait, c'est pour moi, l'après-carrière ressemble à ça. C'est-à-dire D'accord. me challenger sur des disciplines qui me plaisent énormément. Le VTT, le ski de randonnée, le trail. Voilà, là, je me suis mise récemment à l'escalade dans l'objectif de faire plus d'alpinisme et de faire du coup plus de montagne. Mais j'ai plus d'ambition de refaire une carrière en quoi que ce soit. Et je m'inscris à des compétitions par goût de l'effort, par goût du challenge. Je trouve sur des compétitions, c'est toujours des belles ambiances comme ça aussi. Et voilà, j'ai l'impression de re-être un peu une athlète quand je remets un dossard. Mais bon, je sais que c'est qu'une illusion, hein. Tu parlais de ta, on va dire, de l'impact qu'a eu le biathlon assez tôt dans ta vie, notamment dans ton rapport à la nature, cette sensation de liberté, de connexion aux éléments. Il me semble que la Pyramenta, justement, cet engagement, enfin en tout cas ces convictions environnementales, vous les avez mis en pratique avec ton mari et vous êtes rendu au départ de la course à vélo, c'est ça? Avec tout votre matos accroché sur les vélos. Ouais. Oui, alors c'est vrai que du coup, comme je vous disais, moi ça a été un éveil, ça a été une porte d'entrée vers la nature en fait, le sport de haut niveau. Et très paradoxalement, parce que le sport de haut niveau, si je résume aussi sur le bilan écologique du sport de haut niveau, c'est des avions, du matériel, enfin voilà, c'est l'optimisation de la performance sur tous les points que l'on peut optimiser, y compris dans le côté matériel, y compris Ouais. dans l'argent de la pub. Enfin voilà, c'est ça en fait le sport de haut niveau. Et pourtant, moi, c'est grâce au sport et même au sport de haut niveau que j'ai acquis cette conscience de l'environnement, de la fragilité des milieux naturels que j'ai pu parcourir partout. Ce côté très paradoxal aussi avec la neige artificielle. Enfin, nous, les sports d'hiver, en fait, je veux dire, c'est une grande question maintenant, hein, et d'autant plus maintenant quand on est en station de moyenne montagne, c'est même très conflictuel en fait dans les stations. Le côté transition, en fait, c'est très compliqué. Et quand j'ai arrêté ma carrière, en fait, j'ai jamais eu le courage d'arrêter ma carrière pour ces convictions-là. C'est-à-dire que j'ai vécu toute ma carrière avec ce côté mal-être de me dire, tu prends l'avion, tu participes à quelque chose que tu as envie de protéger. Enfin voilà. Et pour autant, voilà, je vais pas me cacher derrière ça, hein, je fais mon propre procès, mais j'ai jamais eu le courage de dire, en fait, justement, pour ne plus faire partie de ce monde-là, pour ne plus polluer, pour avoir un bilan carbone qui soit acceptable pour tes enfants, tu arrêtes le ski. Non, j'ai pas pris cette décision. J'ai arrêté pour d'autres raisons, parce que j'étais nulle, tout simplement. Et donc, j'ai finalement arrêté ma carrière pour d'autres raisons, ce qui était totalement personnel et plus égoïste, qui est le déclin sportif et la vie de famille. Pour autant, quand j'ai arrêté en fait le sport de haut niveau, en fait, je me suis dit, maintenant, tu vas pouvoir mettre en place des choses qui vont te permettre d'être en paix avec toi-même. Parce que pour moi, l'écologie, c'est pas quelque chose qui doit se comparer, parce qu'en fait, quand on se compare, finalement, c'est toujours pour le pire. C'est-à-dire, oui, mais l'autre, il fait pire, donc j'ai bien le droit de faire ça. Et puis, et en fait, ça ne marche pas. C'est pareil de faire culpabiliser les autres. Alors, il faut toujours qu'il y ait des gens qui permettent d'éveiller les esprits, ça c'est différent. Mais après, voilà, la culpabilité, de toute façon, ça n'a jamais fait avancer les choses. Et du coup, c'est encore une fois ce même mécanisme de dire, en fait, qu'est-ce que je peux changer moi par rapport à moi-même et juste par rapport à moi-même pour être en adéquation avec les valeurs qui m'animent, que je souhaite défendre, que je trouve belles, parce que, voilà, pour toutes les raisons qui font que tous les matins je me lève, et finalement, moi maintenant, l'écologie, c'est devenu, entre guillemets, mon sport de haut niveau. C'est-à-dire que j'essaye de pousser tous les paramètres par rapport à moi-même et de tout ce qui m'entoure pour être en adéquation avec ce côté ne plus avoir d'impact sur l'environnement, ne plus avoir de consommation qui soit excessive, essayer d'être, en fait, juste essayer de me sentir bien, quoi. Et en vrai, c'est hyper enrichissant. Même si ça veut dire faire plus d'efforts, mais bon, moi, à la limite, j'aime bien. Tout ce qui me permet de dépenser de l'énergie, j'aime quand même assez bien. Donc là, ça rentre dans ce cadre-là, c'est-à-dire, quand je parle de ça, je parle déplacement. Comment faire du sport dans sa vie de tous les jours avec le boulot, les enfants, les machins, en fait, finalement, d'aller au boulot à vélo ou d'y aller en courant,
Ça permet d'optimiser les heures passées les fesses dans une voiture. De toute façon, je déteste la voiture, j'ai toujours détesté ça. Donc, du coup, voilà, par exemple, le transport, c'est ça. Après, c'est dans l'alimentation aussi. En fait, c'est tous les petits gestes. Et finalement, on nous fait croire que les petits gestes ne servent à rien. Bah, bien sûr, si on met sur le même pied d'égalité les grandes politiques, les lobbies, etc., et puis les petits gestes du quotidien, oui, on ne parle pas la même langue, mais en même temps, en fait, il ne faut pas les faire pour ça. Et c'est en ça que je dis de les faire par rapport à soi, par rapport à juste son envie enfin, je sais pas, de se plaire à soi-même ou d'être bien dans ses baskets. Je sais pas comment on peut appeler ça. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment ça. Et finalement, quand je regarde le chemin effectué, je me rends compte que de petit pas en petit pas, là, j'ai fait vraiment des pas de géant par rapport à ma vie d'avant. Et c'est vrai que pour le coup, j'en retire une certaine fierté de réapprendre à faire énormément de choses seule, de ne pas forcément acheter tout de suite le produit fini, mais de fabriquer par soi-même. Et c'est dans cette démarche-là qu'on en vient à participer à des compétitions sportives en se déplaçant à vélo. Et je trouve que c'est passionnant parce qu'en fait, c'est pas du tout un voyage qui est, je sais pas comment on peut dire, si le mot stérile est, est bien adapté, mais je veux dire, on a forcément des moments où ça merde. On a forcément des moments où on crève, où le train n'est pas prévu pour le vélo, où, enfin, j'en sais rien, moi, où finalement on se prend la flotte. Et en fait, je trouve que moi, en fait, de la Pierramenta, je retiens le retour à vélo, par exemple. Parce que Ok. j'étais morte, j'en pouvais plus, qu'on devait aller chercher les enfants à la gare d'Ennoisan, qu'on avait 50 kilomètres à faire et ça avait beau être des vélos électriques. J'en pouvais plus d'appuyer sur les pédales et je me disais, mais c'est pas possible, mais quelle idée pourrie. Et finalement, mais on est arrivé, et je me souviens encore de la vallée de Loisan, là, d'être sur cette voie cyclable qui relie Roche-Taillé, enfin voilà, à Bourdoisan, et d'être seul. Et en fait, d'être vraiment, on était seul au monde. On avait l'impression qu'on était les premiers à emprunter cette voie cyclable. Avec, au fond, il y avait les montagnes enneigées, l'air était doux parce qu'on était au mois de mars. Enfin voilà, c'était sentait la fin de l'hiver. Et ça a été un moment où je me suis dit, ça y est, c'est terminé la Pierra. Waouh, c'était tellement bien. Et le fait vraiment d'y être allé à vélo, parce qu'on avait fait aussi la Belle Étoile à vélo, et ben ça, enfin voilà, moi ça a embelli en fait l'événement. Ça l'a rendu plus fort. J'ai l'impression de l'avoir vécu, mais de façon beaucoup plus intense en fait. Hmm. Comment tu transmets toutes ces valeurs à ces deux filles hein, que vous avez? Ouais, deux Comment filles, est-ce que ouais. tu leur transmets ces valeurs, ou en tout cas, comment est-ce que tu les accompagnes dans leur éveil écologique, on va dire? Et qu'est-ce que tu leur transmets par rapport à tout ton héritage sportif, surtout celui du biathlon à haut niveau? Bah moi, si je souhaitais vraiment leur transmettre quelque chose, ce serait le goût de l'effort. Parce que, parce que finalement, même l'écologie, en fait, si on est en forme, c'est facile. Quand on n'est pas en forme, physiquement, je veux dire, et ben, on est finalement très vulnérable à tous les événements de la vie. Et c'est pareil, une fin de carrière, un changement de parcours professionnel ou autre chose. Si on a de l'énergie et si on est en forme, en fait, tant que la santé n'est pas en jeu, on arrive à le contourner et à trouver un autre chemin qui nous permette, qui est aussi enrichissant en fait. On arrive à rebondir en fait. C'est cette capacité de rebond, je pense, qui est hyper important. Et moi, enfin voilà, du coup, elles font des activités sportives, on est souvent dehors. Je leur raconte beaucoup d'histoires pour qu'elles marchent parce que ça fait passer le temps. Parce que je pense que d'avoir des enfants normaux qui trouvent pas passionnant d'aller faire une balade juste pour faire une balade. Donc je leur raconte des histoires, je leur raconte aussi le nom des plantes, on les cueille, on les mange, on les sent. Je leur raconte à quoi elles peuvent nous servir en termes de propriétés médicinales, parce que ça j'aime bien. J'essaye de leur apprendre aussi à reconnaître les bruits des oiseaux, enfin toutes les Mmh. petites choses qui font qu'en fait on se sent bien dehors. De la même façon, on y va par tous les temps, même quand il pleut. Et on se rend compte que finalement c'est plus les adultes que ça gêne que les enfants. Les enfants, en fait, quand il pleut, ils sont tout contents parce qu'il y a des flaques, ils peuvent faire de la patouille, ils sont tout sales. Et pour une fois, on leur dit pas ah voilà. Donc du coup, voilà, c'est vraiment ce côté, on va dehors, on est bien dehors. Et puis voilà. Puis en fait, dehors, il y a tout un imaginaire aussi qui entoure. Et
qu'on a ancré en nous, en fait, qu'on le veuille ou non, mais quand on est enfant, mais je ne sais pas si c'est les lectures que l'on peut avoir sur les forêts, enfin ce côté mystérieux, mais en fait c'est pas difficile du tout de le faire ressurgir en fait chez l'enfant, même chez l'adulte, et c'est en ça que je trouve que les histoires d'aventure ou de fantaisie, ou enfin voilà, tout ce monde-là. Qui est afférent à l'idée de nature, l'idée qu'on peut s'en faire en fait avec un grand N, et ben il revient et il permet d'avoir envie du coup d'être dehors, de faire du sport, de faire, enfin voilà, de pratiquer une activité sportive. Enfin, c'est tout ce micmac là que j'essaye enfin qu'on essaye avec mon mari en fait, hein, de leur inculquer et de leur apprendre qu'en fait dehors on est bien, voilà. Et après, c'est au quotidien, c'est tous les gestes. Mais finalement, ce côté plante comestible permet de toucher du doigt l'alimentation. Qu'est-ce que c'est Mhm. l'alimentation, etc. Le côté oiseau, le côté faune. Parce que c'est pareil, quand on fait des rencontres avec la faune sauvage, je trouve qu'à chaque fois, c'est un côté magique, en fait. D'un coup, on se tait, d'un coup, on dit, ouais, c'est calme. Quand on écoute le brame du cerf, on a une sensation de vulnérabilité, qui part de se sentir tout petit face à tous ces grands cycles naturels, etc. En fait, c'est fabuleux. Et les enfants, il leur faut pas beaucoup, hein. Ils s'émerveillent tout autant. Ils ont même encore plus d'imagination que nous. Donc, Mhm. Du coup, ce sera, là, c'est une vraie question curieuse parce qu'on en parlait avec ma femme il n'y a pas très longtemps. Ce sera sport obligatoire pour tes filles ou pas? ah ouais, Ok. ouais. Jusqu'à ce que je puisse continuer à décider de leur vie. En tout cas, c'est pas forcément compétition obligatoire. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais été poussée par ma famille. Et ça, je les en remercie parce que ça a été mon propre choix. Et je pense que ça a participé au fait que je l'ai bien vécu. Ok. Après, dans la compétition, on retrouve énormément de diversité. Et c'est pas parce que, un athlète peut avoir été très poussé et avoir fait une énorme carrière aussi. Donc Mhm. il y a vraiment plein de choses. Mais moi, la manière dont j'ai vécu ma carrière, ça a été de le choisir. Et du coup, la compétition, c'est si elles ont envie. Par contre, se donner les moyens d'atteindre un objectif qui n'est pas forcément de la compétition, mais qui peut être, je sais pas, moi, savoir faire un geste, savoir, j'en sais rien. Bon, il y a plein d'objectifs que l'on peut se fixer Oui. quand on fait du sport. Et ça, je trouve que c'est important. C'est vraiment ce goût de l'effort, le goût de sortir et d'avoir un corps en forme. Et pourquoi on a un corps en forme? Enfin voilà, d'avoir cette notion de se dire je prends soin de moi en fait. Et pour ça, le sport, il est vraiment primordial. Enfin moi, je trouve que c'est une école de la vie en fait, et je peux que en faire l'apologie. Donc oui, tant que je peux décider pour elles, elles seront loin des écrans et plutôt dehors à faire du sport, même si après elles pourraient choisir. Enfin, nous, on habite en montagne, donc forcément, on est plutôt tourné vers les sports d'extérieur, mais elles habiteraient en ville, elles feraient peut-être du sport co, des sports en salle. Mais Mhm. voilà, une façon de se dépenser et d'arriver à mieux se connaître aussi, parce que le sport, c'est aussi arriver à comment je sais pas si on peut dire sculpter son corps parce qu'il peut être mal interprété, mais c'est apprendre à se sentir bien dans son corps, enfin voilà, à apprivoiser en fait ce corps-là et à en prendre soin. Clairement, ouais, je te rejoins complètement sur cette notion de sport comme école de la vie. On apprend tout dans le sport, que la rigueur porte ses fruits à un moment donné, que on peut être fin prêt à J-1 et le jour J, quelqu'un est plus fort que soi ou c'est pas le bon jour. Bref, euh, ouais, c'est une excellente école de la vie. Donc, Oui, moi je trouve que ça apprend énormément de choses, même ouais, le rapport aux autres, c'est-à-dire que de toute façon le sport, même un sport individuel, c'est en équipe, ça se fait en équipe et il y a une équipe qui est à côté, qui est derrière, qui est autour. Et donc, du coup, enfin, il y a tout ce côté, voilà, faire rejaillir aussi un résultat sur l'ensemble de l'équipe. Il y a ce côté humilité à avoir forcément parce qu'on peut être le meilleur un ouais, jour et le moins bon le lendemain. Ce côté rebond, ce côté introspection aussi qui est nécessaire pour pouvoir progresser. On est obligé de faire son procès de façon très régulière à se dire j'en suis où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce qui me manque. Enfin, je trouve que c'est vraiment hyper enrichissant en fait, et que c'est des notions qu'après on peut, qu'on le veuille ou non, qu'on retrouve dans la vie de tous les jours et qui nous c'est clair. servent. Donc oui, moi je trouve en fait il y a rien à perdre à faire du sport en fait. Mm, C'est pas du temps perdu. clairement.
Eh bien, Marie, un très, très grand merci. C'était passionnant d'en apprendre plus sur ton parcours, ta vision du sport, tes convictions autour de l'environnement, la manière dont tu as géré cette sortie du très haut niveau. Merci beaucoup pour tout ce que tu as bien voulu partager. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Il y a des épreuves que tu prépares, des gros milestones pour The Camp. Qu'est-ce qui arrive pour vous bientôt là? Alors, pour nous, c'est une bonne question. Donc, moi, je suis un peu en reconversion. C'est une autre après-carrière. Ok. Donc là, je suis aussi à un tournant, c'est-à-dire, je change un peu de métier. Je prépare mon accompagnateur moyenne montagne, voilà, Ah, excellent. voilà, justement pour réglementairement pouvoir emmener plus de personnes à la découverte de la nature, sur le côté de la découverte des plantes, la découverte des animaux, la découverte des paysages. Donc voilà, les prérogatives, enfin c'est le diplôme d'accompagnateur qui permet en fait réglementairement d'accompagner des gens en nature. Du coup, t'en es où là? T'as fait le QCM, le Non, Proba? non, j'en suis au tout début Au tout à début, terminer ma liste de à courses. liste de. Donc Ok, voilà, excellent. ouais, c'est tout nouveau comme décision. Voilà, conjointement à ça, je continue les études, enfin, je vais faire des études sur des plantes médicinales pour en connaître un peu plus, être un Génial. peu plus sûre de moi dans mes préparations. Parce que pour l'instant, je teste sur mes enfants. Ils sont encore pas devenus tout verts, donc ça va. Mais je teste mes préparations sur la sphère familiale. Et après, niveau The Camp, bah oui, c'est de continuer à positionner encore plus notre établissement avec les valeurs qui nous animent, nous, hein, du côté de l'écologie et de la pratique sportive. Donc, on essaye petit à petit d'être encore de plus en plus vertueux là-dedans. Donc, c'est pareil, c'est des très beaux challenges, en fait. Et puis après, bah, je sais pas, de continuer à faire de belles rencontres, de continuer à vivre des choses qui Yes. sont incroyables aussi, des belles promenades en montagne, des belles randonnées. Enfin, on peut me souhaiter plein de trucs, en fait. Excellent. Bah, écoute, je vais commencer par te souhaiter une bonne prépa pour l'accompagnateur moyenne montagne. Le QCM, c'est ardu. Moi, j'ai échoué là en juillet. Je pense pour une question liée au chacal doré. Donc voilà, c'est pas dans les livres qu'on recommande, etc. Le chacal doré, mais moi, nous, il y a eu des questions là-dessus. Donc petit tips pour toi, renseigne-toi sur la présence du chacal doré en France. Ah Voilà. d'accord. Bon, bah, très bien. Moi, Comme ce qui ça, me tu fait sais. peur, le truc qui me fait peur sur l'AMM, c'est vraiment la course d'orientation. Parce Ah que ouais. pour le coup, je suis très nulle. C'est-à-dire que moi, je cours tout droit, quoi. Voilà. Je cours tout droit et c'est tout. Ouais, mais bon, avec ton cardio, avec ton background de sportive, ah non, moi je trouve que c'est quand même plus simple de progresser sur la partie orientation, alors que la partie QCM, en fait, il faut savoir un peu sur énormément de choses. Et je pense que j'avais un peu sous-estimé tu vois, vraiment l'éventail de connaissances qu'il fallait avoir. Alors, c'est jamais des trucs très, très poussés, mais tu vois, entre la période l'ère glaciaire en Europe, le poids de la marmotte à la sortie de l'hibernation, ou les étages, tu vois, les étages montagnards. Enfin bon, c'est vraiment la formation des nuages. C'est tellement varié que tu peux vite passer à côté d'un sujet sans t'en rendre compte. Mais bon. J'en prends note. Voilà, le chacal doré. C'est ça. N'oublie pas le chacal doré. Chacal doré. Très bien. Merci beaucoup, Merci Marie, une fois de plus. Et je te dis bah, bonne continuation. Bah, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet échange avec Marie jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pensez également à parler des frappés à un maximum de personnes. C'est une excellente manière de remercier toutes ces personnes exceptionnelles qui viennent témoigner au micro du podcast. Je vous rappelle que si vous souhaitez soutenir financièrement cette fois-ci le podcast, c'est possible via Tipeee, tipeee.com/les-frappés. Un immense merci à toutes celles et ceux qui ont déjà franchi le pas et qui, pour quelques euros par mois, m'aident à couvrir les frais de fonctionnement du podcast. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao les frappés.